Bitcoin est à 103 236 dollars au moment où on se parle et je pense que la chute n'est pas terminée. Alors dans cette vidéo, on va discuter un petit peu de tout ça, de mes arguments, de mes scénarios probables et ce pourquoi je pense que nous n'avons pas atteint le point bas actuellement sur Bitcoin et qu'il est très probable d'avoir une seconde jambe baissière. Donc avant de démarrer, merci à tous de nous avoir rejoints. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints suite à la dernière vidéo où on était ici, on était à peu près là au niveau des 107 500 dollars, on était un peu au-dessus de la résistance et je vous expliquais pourquoi selon moi nous allions baisser et qu'on était à quelques heures du crack, hein. J'avais titré cette vidéo à quelques heures du crack. Bon, évidemment, je suis content de ce qui s'est passé, en tout cas content d'avoir pu réaliser une bonne analyse et content également d'avoir pu vous prévenir à temps. Parce que c'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est pas être Madame Irma, c'est pas un Black Swan qui nous a fait baisser. Le FOMC, la réunion de Jérôme Powell, etc., qui nous dit qu'il est plutôt hawkish, hein, vous savez, c'est une attitude de faucon, comme on dit, c'est être faucon sur la politique monétaire, c'est-à-dire ne pas baisser les taux, ou en tout cas avoir une politique plus prudente sur la baisse des taux, etc. Donc c'est ce que nous a fait Jérôme Powell. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était déjà dans les cours, c'était déjà visible dans les marchés. En fait, il y a un moment, quand on investit dans les marchés, il ne faut pas se satisfaire des grandes thèses d'investissement. Vous avez des grandes thèses d'investissement qui sont des méga tendances. Je ne sais pas moi, par exemple, l'adoption du Bitcoin. Effectivement, il y a une sorte de réduction de l'inflation du Bitcoin avec les halvings, etc., tous les 210 000 blocs, etc. Tout ça, ça vous permet de vous dire que vraisemblablement, dans 50 ans, Bitcoin sera plus cher que ce qu'il est actuellement. Ok, mais ça vous permet pas d'investir sur le court terme. Quand je vois beaucoup de personnes me parler d'inflation, me parler de politique monétaire, de baisse des taux, etc., certes, c'est quelque chose qui est intéressant. La macroéconomie, c'est intéressant, c'est ce qui fait les grands cycles de marché. Mais c'est pas ça qui va vous faire décider si vous achetez ou si vous vendez. Il faut que vous compreniez que dans les marchés financiers, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent en mode on-off, c'est-à-dire j'achète ou je vends. Parce que finalement, c'est un peu les deux options que vous avez. Mais vous pouvez nuancer le propos. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de gens qui disent là, franchement, on ne sait pas, on est peut-être en bear market, on n'est peut-être pas en bear market, c'est 50-50, etc. Si c'est 50-50 selon vous, mettez 50% de vos cryptos en stablecoin, et gardez 50% de votre exposition en crypto. Vous serez déjà mieux que la majorité des personnes qui font un pari unidirectionnel et qui vont se dire « moi je mets 100% en stablecoin ou je mets 100% en crypto » en me disant « moi si ça baisse, j'ai 100% stablecoin, c'est trop bien. Si ça monte, je me fais avoir. » Et à l'inverse, celui qui est 100% en crypto, si jamais ça baisse, il se fait complètement avoir. Et il y a beaucoup de personnes dans les commentaires ici. Donc moi, je vous ai quand même fait pas mal de vidéos. Je suis baissier depuis quelques temps, depuis ici en fait, hein, depuis ce rebond-là. Depuis donc le 21 octobre, je suis baissier sur ce marché. Je pense toujours que nous allons aller un peu plus bas, ou en tout cas plus bas que les niveaux actuels, 103 200. C'est possible qu'on rebondisse sur les niveaux qui nous ont servi de support, hein. C'est pas impossible, mais je pense que les niveaux actuels ne sont pas des niveaux de bottom. Je vais vous expliquer pourquoi, bien entendu, dans tout le long de la vidéo, et j'ai des indicateurs sur les baleines, notamment sur les gros portefeuilles qui sont hyper intéressants, vous allez voir. Donc ici, j'étais plutôt baissier, et forcément, quand vous êtes le seul à être baissier dans un marché où la plupart des gens voient ça comme une opportunité excellente de se repositionner à l'achat, vous avez beaucoup de critiques, etc. Bon, je les accepte, hein, c'est le règle du jeu, hein, je m'expose, c'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre qu'ici, il y avait déjà des risques. Il y avait déjà des choses qui nous permettaient de nous dire attention, on va les voir ensuite, mais attention, il faut réduire l'exposition. Réduire l'exposition, ça ne veut pas dire, à ce moment-là, j'étais pas 100% stablecoin. Hein. J'étais pas du tout 100% stablecoin. Ici, de mémoire, on était passé à 50%. Okay, on était à 50% stablecoin, c'est-à-dire qu'ici, on était plus serein sur la probabilité maximale d'aller chercher un haut de range. Et petit à petit, on a réallégé notre position au fur et à mesure qu'on voyait que le ciel était en train de s'obscurcir au-dessus de nos têtes et que il allait pleuvoir. Et quand il va pleuvoir, on se protège, on prend un parapluie. Et donc là, forcément, on a commencé à sortir le parapluie à ce moment-là, puis on a mis le kawaii en plus à ce moment-là, et puis jusqu'à arriver ici.
précisément à 110 100 dollars. Hein. J'ai envoyé un message sur notre canal Telegram privé pour dire, moi, je sors complètement du marché. On était ici sur le pullback. On avait justement ici, vous avez vu, une cassure de cette fameuse trendline. Réintégration, on glisse sur la trendline. Et là, on a les confluences des deux trendlines. Hein. Vous voyez ces deux grosses trendlines-là qui se rejoignent en un point. Et là, on voyait qu'on avait beaucoup d'euphorie et que le marché pourtant ne faisait strictement rien. Il arrivait très très peu à monter. Bon, bah là, c'était mauvais signe. Et bon, bah tant mieux pour nous, en tout cas de s'être désexposé. Je comprends que ce soit super frustrant hein, pour ceux qui sont restés dedans. Moi-même, par le passé, j'ai pu subir ce genre de baisse. Donc voilà. Avant qu'on aille un petit peu plus loin dans les indicateurs, je voulais vous indiquer que nous sommes titulaires de la certification AMF. Donc l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse en France sur tout ce qui gère, tout ce qui traite au sujet de l'investissement, des conseillers en investissement financier, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Cette autorité des marchés financiers a créé une certification qui permet de garantir que les personnes qui s'adressent à vous sont en pleine connaissance de l'aspect réglementaire, de l'aspect vraiment des risques liés à l'investissement, etc. Donc je suis titulaire de cette certification AMF, c'est très récent, hein, donc voilà, je voulais vous le dire puisque Medusa est une entreprise française et qui est donc maintenant certifiée par l'AMF. Donc à titre personnel, hein, je suis certifié par l'AMF. Voilà, donc on va continuer avec les indicateurs. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un marché, que le Bitcoin monte ou que le Bitcoin descend? Alors je vois beaucoup de thèses, la liquidité, la politique monétaire, plein de choses. Non, il faut être beaucoup plus basique que ça. Ce qui fait monter le Bitcoin, c'est qu'il y ait plus de gens qui achètent qu'est-ce qu'il y a de gens qui vendent. C'est l'offre versus la demande. Ensuite, on peut aller développer sur qu'est-ce qui provoque l'offre, qu'est-ce qui provoque la demande, etc. D'accord? La demande, c'est quand vous, moi, des baleines, des investisseurs particuliers, des institutions, quand ces personnes-là veulent acheter. On demande à acheter du Bitcoin. Ça, bah forcément, si en face, on a des personnes qui sont prêtes à nous le vendre, ok. Si on a dans un groupe 50% de personnes qui veulent acheter, 50% de personnes qui veulent vendre, ok, et ben généralement, le prix va pas monter parce qu'on va s'accorder assez facilement sur un prix de marché moyen. ok. Si par contre on a un déséquilibre énorme, donc ça c'est vraiment très très basique, hein, pour beaucoup c'est vraiment très très basique, mais il faut revenir à ça parce que pour beaucoup c'est vraiment pas acquis, j'ai l'impression. Donc évidemment, quand on a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, eh ben, le prix va monter. Alors maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est où sont les acheteurs, qui sont les acheteurs et qui sont les vendeurs. Parce que effectivement, la liquidité va avoir un impact. Mais la liquidité, elle a un impact pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup d'acheteurs. Okay, parce que quand vous donnez des millions d'euros à des gens, les gens vont vouloir les acheter et faire des choses avec. Donc, en l'occurrence, les gens, c'est plutôt les banques. Hein. Quand vous leur donnez des milliers de milliards, bah, elles les investissent. Okay, elles ne les laissent pas poser sur un compte en banque. Personne ne fait ça dans le monde financier. Ils vont les investir. Donc, parfois dans la finance, dans les actions, par exemple. Parfois dans le monétaire, donc dans les obligations. Parfois dans l'or, dans les matières premières. Il y a plusieurs sous-catégories. Et donc, ils vont commencer à acheter. Donc ils vont devenir acheteurs. Donc cette liquidité, pourquoi elle est importante? Pourquoi la politique monétaire et les baisses de taux sont importantes? C'est parce que ça va créer rapidement des dizaines, des centaines de milliards, des milliers de milliards parfois, hein, quand on est vraiment dans l'impression monétaire comme on a pu être pendant la période du Covid par exemple. Et tout cet argent-là, ça crée des acheteurs. Et donc on a notre fameux déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc le prix monte. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc là, dans cette vidéo, on va essayer de regarder qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs, est-ce qu'ils sont plus nombreux à être acheteurs, est-ce qu'ils sont plus nombreux à être vendeurs. On va donc émettre 3 scénarios, le scénario neutre, le scénario haussier, le scénario baissier. D'accord? Ces 3 scénarios-là, on va leur attribuer une pondération. Si je pense qu'ici, le scénario baissier est à 60%, le scénario neutre est à 10%, le scénario haussier est du coup à 30%, et bien dans ce cas-là, je vais adapter mon portefeuille. Si je suis quelqu'un qui a plutôt un biais haussier, etc., moi j'ai surtout peur de rater des opportunités et je suis OK avec l'idée de prendre des drawdowns, je vais peut-être exposer mon portefeuille à 50-50.
Si je suis plutôt conservateur, moi ce que je veux c'est plutôt une hausse mesurée de mon portefeuille, mais ce que je veux c'est surtout pas subir de grosses pertes, bah là je vais peut-être complètement sortir du marché. Je vais peut-être me faire 100% stablecoin. Ok, ça c'est une possibilité. Donc on va continuer ça dans la vidéo et on va essayer de regarder comment on pondère les différents scénarios. Donc le premier c'est déjà la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, elle nous a porté pendant pas mal de temps. Vous avez vu ici la courbe des inflows, d'accord? La somme totale des millions de dollars qui sont entrés sur le Bitcoin via les marchés traditionnels, depuis l'approbation des ETF qui était de mémoire le 10 ou 11 janvier 2024. Ici, donc, on a eu une grosse augmentation de cette supply. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a depuis ces derniers temps? Ces derniers temps, on a beaucoup de ventes. Alors, on a la colonne totale ici. Moi, je regarde surtout le portefeuille de BlackRock parce que c'est celui qui est le plus révélateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup d'autres émetteurs d'ETF sur lesquels il y a beaucoup de stratégies qui correspondent à de l'arbitrage, etc. Donc, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont, par exemple, acheter du Bitcoin sur les ETF et le vendre sur les contrats dérivés. D'accord? Pour avoir des stratégies qu'on appelle delta neutrales. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exposé aux variations du prix du Bitcoin et vous prenez uniquement, par exemple, les taux de financement, etc. Bon, c'est des stratégies un peu avancées, peu importe. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est surtout BlackRock, parce que BlackRock, bah, il semblerait, bon, c'est totalement empirique comme méthode, c'est-à-dire que on a remarqué depuis maintenant 1 an et demi, hein, à peu près, pratiquement 2 ans, on a remarqué que BlackRock, c'était plutôt révélateur de la position des investisseurs de la finance institutionnelle et de la finance traditionnelle. Est-ce qu'ils avaient tendance à plutôt accumuler ou plutôt à distribuer du Bitcoin? Ici, vous avez vu que non seulement la totalité des émetteurs sont en vente, d'accord, depuis pas mal de temps, mais là, sur la journée d'hier, on est toujours à 375 millions de dollars de vente sur les ETF de BlackRock. Donc c'est quand même très important. Ok. On a une autre représentation qui est celle-ci. Vous voyez qu'on avait eu beaucoup d'achats hein, à ce moment-là. C'est pour ça que moi j'étais très haussier hein, à ce moment-là. Évidemment, ça nous a porté. Parce que toujours pareil, déséquilibre offre et demande. Ici, on avait beaucoup de demandes et une offre qui restait la même qu'avant, donc le prix monte. Ok, aussi simple que ça. Et ça a fini par s'estomper. Le problème, c'est que ça s'est estompé et qu'il n'y a pas eu de relais. Il y a eu notamment, moi ce que je regarde, c'est les baleines. Ok, l'analyse on-chain, l'analyse du coup des mouvements qui sont réalisés par les différents portefeuilles qui détiennent du Bitcoin. On est capable de les regarder via la blockchain. Hein. C'est l'avantage de cette blockchain qui est publique et transparente. Et ben, on peut regarder et on voit que on avait ici donc cette fameuse cohorte. Alors je vais vous l'afficher juste ici en orange. Ça, j'en parle depuis un petit moment. Mais ils étaient vendeurs. Pendant un certain temps, c'était pas un problème. Parce qu'ils étaient vendeurs alors qu'on avait cette fameuse cohorte ici qui était très acheteuse. Ok, si je vous affiche les deux, on avait un total qui était plutôt acheteur. Pendant toute cette période-là, ici, on avait une grosse pression acheteuse de la part de cette cohorte-là, des portefeuilles qui pèsent entre 100 et 1000 bitcoins. Et ici, on avait une pression qui était légèrement baissière. Ok, c'était plutôt une pression dite de prise de profit. Ok, et à un moment, le problème, c'est que c'est venu, en fait, quand vous sommez les deux, à un moment, on est venu faire un déséquilibre qui, du coup, au lieu d'être plutôt positif, on a un déséquilibre qui est venu être négatif. Et en plus, on a eu un arrêt de la part des inflows sur la finance traditionnelle. Donc vous avez un moment, en fait, qui correspond au moment justement après le fameux crack du 10 octobre. Ici, vous avez un moment où les gros portefeuilles ici, qui pèsent les dauphins qui pèsent entre 100 et 1000 bitcoins, ont arrêté d'acheter massivement. Ces portefeuilles-là ont commencé à vendre très massivement et la finance traditionnelle a arrêté d'acheter. Et forcément, ça crée cette petite tendance baissière. Alors, elle n'est pas violente, alors beaucoup s'insurgent, etc. Alors, effectivement, hein, c'est sur le court terme, c'est dur. Et c'est surtout dur sur les altcoins. Mais si on dézoome un petit peu, on remarque que bon, c'est pas si dramatique que ça. On est dans une tendance baissière en daily, etc. Mais en weekly, en monthly, etc., on est toujours sur un bull run qui est quand même très marqué.
Donc ici, le bull run, pour le moment, il est magnifique, hein. Vraiment, creux, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. On vient récupérer à chaque fois des zones dans lesquelles beaucoup de monde panique, etc. On atteint des zones où les baleines rechargent et on repart à la hausse. Est-ce que ça va être le cas? Bah, on verra bien. Je pense que oui. Mon avis sur le long terme, c'est toujours que ici, c'est un creux dans une tendance haussière. Je serais prêt à changer mon biais, bien entendu, si mes indicateurs me donnent tort. Mais pour le moment, effectivement, la macroéconomie et toutes ces choses-là nous disent que bah, on est plutôt bien orienté. Maintenant, le court terme, il nous montre que la finance traditionnelle est en train de vendre, les gros portefeuilles sont en train de vendre. On voit que là, on a une réduction de ça, donc ça c'est plutôt positif. On a une réduction de la part de ces portefeuilles-là, donc qui arrêtent un petit peu, qui continuent d'arrêter d'acheter, mais on a ces portefeuilles-là qui arrêtent de vendre massivement. Donc là, ils ne sont pas dans un achat massif, mais ils arrêtent un petit peu. Le sujet, c'est que vous voyez ici, on a une sorte de convergence de ces deux droites qui a tendance à se rapprocher de la ligne du zéro. Okay, et le problème, c'est que quand c'est arrivé par le passé, bah, c'était pas hyper bon signe. Ok, je vais vous montrer ça par exemple ici, quand on a eu la grosse zone de distribution pendant notre cycle de 2021. Grosse zone de distribution, ça réduit, jusqu'à atteindre ici un climax où on a du coup notre grosse capitulation. Et ensuite, ben, on a les cohortes qui repassent quasiment sur du nul. Okay, ici, je vous affiche aussi les méga whales. Vous avez ici, du coup, une zone où, bah, ça y est, ça accumule. Okay. Maintenant, je vais vous montrer un autre endroit, par exemple sur ce bull run, différentes phases. Ici, vous avez vu, hop, c'est venu réduire. Ici, c'est venu réduire la pression vendeuse. Et hop, on a eu la cassure ici pour revenir sur des zones d'accumulation. Ici également, ça a été le cas. Juste là, ça a été assez abrupt, hein. Vous avez vu que les portefeuilles ont d'un coup arrêté de vendre et ici arrêté d'acheter. Et boum, on a eu la cassure et on est venu faire notre bottom. Ça a été le cas aussi ici. Enfin bref, je ne vais pas vous le refaire à chaque coup, mais vous avez compris le principe. C'est pour ça que je pense que nous n'avons pas atteint la capitulation. En tout cas, d'après cet indicateur-là, on n'a pas atteint la capitulation et qu'il va falloir encore aller chercher plus bas. Donc moi, ma particularité, vous le savez, c'est que je vous donne mon point de vue, hein. Je vois beaucoup de youtubeurs, etc., qui se mouillent pas, qui disent je sais pas trop, je vais peut-être me positionner, mais je sais pas, le prix pourrait faire ça, beaucoup de conditionnels, etc. Moi, je vous explique mon point de vue, parce que le conditionnel, c'est pas ça qui fait la position que vous allez prendre, hein. Si vous décidez d'acheter, c'est parce que vous êtes convaincu que, bah, on en a parlé un petit peu, mais que le scénario haussier est plus probable que le scénario baissier, et inversement. Donc il faut des positions tranchées, d'accord? Dans l'investissement, c'est tranché alors que c'est incertain. Évidemment, c'est incertain. Évidemment, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Et je me trompe. Forcément. Mais ce qu'il faut, c'est déjà se tromper moins souvent que les fois où on a raison. D'accord? Donc pour ça, il faut... moi, j'ai une approche quantitative, c'est-à-dire que vous avez vu, j'ai beaucoup d'indicateurs. Donc là, je vous en montre une partie, mais j'ai beaucoup d'indicateurs qui me permettent de prendre mes décisions. Et ensuite, donc cette approche-là, quantitative, elle vous permet de prendre la meilleure décision possible, mais une décision qui va être tranchée. Il y a un moment où vous vous dites j'achète, je vends, je conserve ou je conserve pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc on va continuer un petit peu sur la suite des indicateurs, mais voilà, moi mon point de vue, il est vraiment comme ça. Je fais de la gestion active, donc contrairement à la gestion passive qui consisterait à acheter du Bitcoin et le laisser dormir pendant 10 ans, moi je fais de la gestion active. C'est ce que je fais pour mon groupe d'investisseurs, hein. D'ailleurs, ceux qui souhaitent nous rejoindre, j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo, mais vous avez la possibilité de nous rejoindre via les liens en description, dans lequel toutes mes analyses sont partagées en temps réel, plusieurs fois par jour en ce moment, hein, parce que la volatilité fait qu'on a besoin de beaucoup communiquer avec le groupe. Sur les prises de position, les choses à faire sur les altcoins, etc. Tout ça. Donc voilà, ça c'est dans le groupe d'investissement, mais pour ceux qui le souhaitent, vous avez toujours la possibilité de nous regarder via YouTube. On essaie de transmettre un maximum de valeur. Ok, donc on continue avec cet indicateur-là que personne regarde. Enfin, moi je le vois jamais, alors que pourtant il est ultra pertinent. C'est le Whale SOPR, ok? Donc la prise de profit réalisée par les baleines. Ici, vous voyez que c'est pareil, on a beaucoup de prises de profit. Et ça, généralement, c'est pas bon signe. On a envie d'avoir une purge avant de pouvoir retrouver des niveaux d'achat qui soient intéressants. Vous avez vu qu'ici, on avait eu des montées progressives, hop, jusqu'à atteindre ce point-là. Donc vous avez vu la ligne pointillée en haut, hop. Quand on a atteint cet endroit-là, on a eu la correction et c'est là qu'on a commencé à avoir la purge. Et à ce moment-là où on a eu la purge sur cet indicateur, ça nous indiquait que ça y est, les baleines avaient atteint le niveau qu'elles voulaient atteindre. Et donc,
qu'on pouvait commencer à reconstruire une position. Et quand on a été à chercher justement des niveaux de neutralité, c'est là qu'on a eu notre fameux bottom juste là. Idem ici, hein. Vous avez vu ici, on a eu une montée qui était progressive, juste ici, et quand on a eu justement, donc voilà, juste ici, quand on a eu ici une baisse de cet indicateur avec un niveau de neutralité plus important, c'est là qu'on a eu notre bottom. Idem ici, enfin bref, je vais pas vous le faire à chaque coup, mais vous avez compris le principe. Cet indicateur-là, il est hyper puissant parce que, encore une fois, on a la possibilité de pouvoir pister ce que font les énormes portefeuilles. Vous avez accès au relevé de compte de Warren Buffett et des principaux gros investisseurs. Alors, j'exagère, hein, c'est pas Warren Buffett qui investit, il s'en fiche de la crypto, il l'a dit plusieurs fois. Mais vous avez compris, c'est les gros portefeuilles, ici, on est capable de les pister. C'est une plus-value énorme. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi on s'en priverait. Et là, en l'occurrence, ils nous disent prudence. Donc je suis prudent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau des contrats dérivés, donc il faut savoir que quand vous investissez dans le Bitcoin, vous pouvez investir sur du spot, c'est-à-dire acheter réellement du Bitcoin et le détenir pour vous-même, ou vous pouvez vous exposer aux fluctuations du prix du Bitcoin sans en détenir. Donc, vous allez vous faire des paris, en fait, tout simplement. Vous allez faire des paris sur où sera le Bitcoin dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines. Et ici, vous voyez que on a sur les taux de financement, d'accord ? Les taux de financement, ça traduit de l'euphorie du marché. C'est tout simplement, c'est un système qui permet d'avoir une neutralité dans les positions prises par les différents investisseurs. Quand on est dans le vert, ça veut dire qu'on a plus de personnes qui sont à l'achat, et donc on paye les vendeurs pour qu'ils parient à la baisse. En fait, pour pouvoir équilibrer. C'est aussi simple que quand vous avez un match de foot entre le Real de Madrid et une petite équipe de Ligue 2 en France, tout le monde va parier sur le Real de Madrid vainqueur. Donc si vous pariez sur l'autre équipe, on va vous mettre une prime énorme. On va vous dire la cote sera de 10 pour 1. C'est-à-dire vous allez pouvoir gagner 10 fois plus sur votre investissement. Si l'autre équipe de Ligue 2 gagne, vous allez faire x10 sur votre investissement. Alors que si c'est le Real de Madrid qui gagne, vu que tout le monde parie que ça va être ça, vous allez gagner 1,01 fois votre mise. Ok ? Et bien là, c'est exactement pareil. Et quand on est dans le vert, ça veut dire que tout le monde pense que ça va aller à la hausse. Quand on est dans le rouge, ça veut dire que tout le monde pense qu'on va aller à la baisse. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un continuum, ok, c'est-à-dire qu'on a vraiment des variations de ces niveaux-là. Plus on est en haut, plus on a des personnes qui sont unanimes sur le fait que ça va monter. Plus on est fort en bas, plus ça veut dire qu'on est unanime sur le fait que ça va baisser. Vous voyez qu'ici, sur les phases de bottom, c'est généralement des phases de peur extrême où on dit « Non mais là, c'est sûr, ça va casser. » Là, à ce moment-là, on était à 54 000, je crois, de mémoire, 54 000 $. À ce moment-là, tout le monde disait « On va retourner aux 45 000, c'est sûr à 100%. » Et donc, en fait, quand il y a unanimité de tous les investisseurs, et en l'occurrence souvent des particuliers, vous savez que la foule a toujours tort, et donc que là, c'est justement des moments où on a des retournements. Ici, on a des retournements quand c'est à la hausse. Ici, on est unanime sur le fait qu'on va aller hyper haut, to the moon, etc. On a des retournements. Et ici, à la baisse. Vous voyez que là, on est plutôt euphorique, toujours, et qu'on n'a pas atteint cette fameuse zone de capitulation. Ok ? Si on regarde ici au niveau du Fear and Greed Index, vous voyez qu'au niveau du Fear and Greed Index, on est à 27%, donc on n'est pas dans des niveaux encore de peur, d'extrême peur. Okay, donc on est dans la peur, hein, honnêtement c'est déjà pas mal, mais on n'est pas allé chercher encore assez bas. Et ça, on peut le voir également juste ici. Je vais vous le montrer sur l'order flow. Donc l'order flow, c'est l'analyse du carnet d'ordre. Sur cette analyse-là, on est capable de voir justement le comportement des investisseurs. Donc là, on est sur du court terme, hein. On est sur du vraiment court terme. Et vous voyez que sur du court terme, on a justement les fameux taux de financement que vous aviez vu juste ici. Là, on l'a détaillé pour un contrat. En l'occurrence, je l'ai juste là. Le contrat de Binance. Donc ici, vous voyez que sur le court terme, ici, on a des taux de financement qui sont en train de monter. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, on a une reprise de l'euphorie. On a de nouveau des personnes qui pensent que ça y est, on va monter. Vous voyez, donc là, on est à 102 900. Vous savez que la foule a souvent tendance à avoir tort. Donc la probabilité d'avoir un mouvement comme celui-ci, elle est importante. Okay, au niveau des liquidations, on peut essayer de regarder ce qui se passe, mais les liquidations, elles nous permettent également de traduire de ça, de l'euphorie et de la peur éventuellement sur les marchés. Et là, vous voyez que on a pas mal d'euphorie qui est rentrée, avec ici des niveaux de liquidation en dessous du prix qui commencent à être nombreuses. Ici, si je regarde un petit peu sur du un peu plus long terme,
Alors là, je suis sur 3 jours. Sur 3 jours, vous voyez que il y a pas mal de liquidités à venir récupérer ici. Il y en a également ici, je le reconnais. Par exemple, ici, vous avez vu qu'on avait pas mal de liquidations juste là. C'est aussi pour ça qu'on est venu récupérer ces niveaux de prix-là. Évidemment, quand ici vous avez beaucoup de personnes qui pensent que ça va aller à la baisse, ok, tout le monde est baissier, le prix a tendance à rebondir et à venir liquider tous les personnes qui sont venues shorter de manière opportuniste. Ok, au niveau des funding rates sur les altcoins en général, vous voyez qu'on est dans la peur extrême sur quasiment partout. Ok, on est sur des taux de financement très bas, 5, 8%. Bon, pour ceux qui ont un petit peu d'historique, hein, si on remonte un petit peu, vous allez voir ici, on était dans le jaune, dans l'orange, etc. Ça, c'est des niveaux d'euphorie de phase de bull run. Ok, vous voyez que ça fait bien longtemps qu'on n'est plus dans ces niveaux-là et que là, on est sur des niveaux vraiment vert et bleu, comme on a pu être par exemple ici, dans les mois de février, etc., justement dans les phases de peur qu'on a pu avoir par le passé. Ici, au niveau du Cost Basis Distribution, je voulais vous montrer ça quand même. Ici, on a eu une grosse zone de distribution. Ok, si on remonte un petit peu dans le passé, vous allez voir ce qui a pu se passer ici. Vous voyez, ça, c'était des grosses zones de distribution juste avant la grosse capitulation. Ici, vous voyez que c'est un petit peu rouge, donc c'est moins puissant que ce qu'on a pu avoir comme distribution ici, mais c'est quand même une distribution importante. Et si ici, on zoome justement pour ajuster l'échelle, vous voyez qu'il y a quand même eu pas mal de distribution. Et si on va sur du court terme, ok, vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu de ligne rouge. Ça veut dire qu'ici, sur ce point bas, on n'a pas eu de personnes qui sont venues massivement acheter le bottom. Ok, il y a eu un rebond, mais vraisemblablement, on n'est pas mûr à se retourner. Idem, on va continuer à regarder, mais encore une fois, toujours notre principe d'offre et de demande. Ici, sur la position des holders de long terme, les holders de long terme sont toujours en train de vendre. Ok, donc, on a la finance traditionnelle qui vend, on a les baleines qui vendent, on a les holders de long terme qui vendent, on a ici les bitcoins qui continuent d'arriver sur les plateformes d'exchange. Okay, donc, la courbe remonte, ça veut dire qu'on a des bitcoins qui arrivent sur les plateformes d'exchange petit à petit. Et vous savez que quand elles arrivent sur les plateformes d'exchange, c'est pour être vendues. Tout simplement, quand vous avez des bitcoins qui sont stockés sur une clé Ledger, sur un trésor ou je sais pas quoi, sur un tangem, et ben, quand vous allez les envoyer sur Binance, c'est pas pour les stocker dessus, c'est pour les vendre. Ok, alors je sais qu'on peut vendre via l'application Ledger Live, etc. Mais de toute façon, quand vous vendez via Ledger Live, vos bitcoins quittent votre cold wallet pour aller sur un exchange partenaire à Ledger et ensuite être vendus. D'accord, et revenir sur votre. Et le résultat, donc les USDT ou les USDC, vont retourner sur vos ledgers. Donc en tous les cas, ici, on a justement cette Exchange Net Position Change, pardon, qui est plutôt baissière. Okay, ça nous indique qu'on est plutôt orienté à la baisse. Au niveau des profits et des pertes réalisées, vous voyez qu'on est un petit peu sur de la perte réalisée, mais bien moins que ce qu'on a pu être justement dans les grosses phases de bottom qu'on a pu avoir par le passé. Et encore ici, c'était une première où on a été assez bas, ici également. Donc moi, j'attends cette fameuse zone de capitulation. Je pense que c'est possible de l'atteindre. On pourrait avoir un reset justement de ce fameux indicateur, du Sell Side Risk Ratio également, où on aurait justement une baisse de cet indicateur-là sur cette fameuse ligne rouge. Hein. Donc ici, on est plutôt dans des zones de surachat, plutôt ici dans des zones de survente. Vous voyez que c'est ce qui avait marqué nos bottoms locaux par le passé. Donc voilà, on a on a pas mal d'indicateurs qui nous invitent à de la prudence. Donc moi, je reste orienté baissier pour le moment. Je pense qu'on va avoir une seconde jambe baissière. Je cible toujours la même zone, hein, qui est ici entre 93 et 96 000 $. C'est pas dit qu'on l'atteigne. En tous les cas, il faudra être réactif. Hein. C'est un petit peu la plus-value de notre cercle d'investissement. Donc, je vais terminer là-dessus. Notre cercle d'investissement qui est ouvert à tout le monde, débutant comme confirmé, etc. On reprend toutes les notions de base. On a une formation en analyse technique qui est offerte au moment de votre souscription. Donc on vous forme pour que vous soyez le plus capable de comprendre les mouvements qui se passent sur les marchés financiers. Et donc évidemment, les analyses que je publie, je les publie très régulièrement et je les
publie voilà, à chaque mouvement de volatilité du Bitcoin pour que vous puissiez savoir ce que je fais. Je vous partage mon exposition en temps réel sur les marchés, à quel moment j'achète, à quel moment je vends, etc. Donc j'espère que vous avez aimé ce contenu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous rejoindre sur le cercle d'investissement si vous le souhaitez. Et bah, sinon, on se retrouve sur YouTube gratuitement pour vous délivrer un maximum de valeur et vous aider dans cet océan compliqué que peut être le monde de la crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.